Bienvenue au Parlement européen, parmi des élus de plus en plus attentifs à cette drôle de guerre que nous mène Vladimir Poutine pour nous punir de notre soutien à l'Ukraine. La guerre hybride, mélange d'intimidation et de manipulation. Le Kremlin est clairement à l'origine de campagnes de désinformation intenses à l'occasion de différentes élections en Europe. Des médias pro-russes arrosent les réseaux sociaux, situation observée encore récemment en République tchèque où le sulfureux Andrej Babiš l'a emporté. Auparavant, c'était en Roumanie, en Allemagne, sans oublier la Moldavie aux portes de l'Union européenne. Oui, sabotage, cyberattaques orchestrées par les Russes sont désormais le lot régulier dans l'Est de l'Europe, sans compter la flotte fantôme russe qui inquiète dans les eaux européennes. Mais la principale déstabilisation ces dernières semaines est venue de survols sauvages de l'espace aérien d'une douzaine de pays de l'UE par des drones et même par un avion de chasse russe. Des aéroports ont été mis à l'arrêt. Face à cette menace de plus en plus concrète, les Européens tentent d'orchestrer une réponse commune, une réponse qu'appelle de ses voeux le commissaire européen à la défense. Écoutons Andrius Kubilius. La Russie met à l'épreuve l'UE et l'OTAN et notre réponse doit être ferme, unie et immédiate. Aujourd'hui, nous avons convenu de passer des discussions à des actions concrètes et nous nous sommes mis d'accord sur les points les plus importants, à savoir la surveillance du flanc oriental à l'aide d'un mur anti-drone. Pour en débattre aujourd'hui, nous recevons Radan Kanev. Bonjour, vous êtes bulgare, membre du Parti populaire. C'est le principal groupe ici au Parlement européen, à la droite de l'hémicycle. Une autre députée européenne est en notre compagnie aussi, Chloé Ridel, bonjour. Française des socialistes et démocrates. On sent d'ailleurs beaucoup de flottement dans la réponse à apporter au survol de drones. Emmanuel Macron a dit que les drones pouvaient être détruits. Pour l'instant, on est vraiment dans l'expectative. C'est open bar notre espace aérien ? Précisément, tout l'enjeu, c'est de montrer aux Russes ou à ceux qui seraient derrière ces envois de drones anarchiques que non, notre espace aérien, on ne le laissera pas violer comme ça. Et donc, il faut, par principe, je crois, détruire ces drones, ces matériels qui survolent notre espace sans y être invités. C'est essentiel de préserver cette intégrité-là. On peut le faire, on sait le faire ? Bien sûr qu'on sait le faire. Vous savez, des drones, c'est du matériel très léger. Aujourd'hui, la guerre se fait comme ça. C'est plus en investissant des dizaines de milliers d'euros dans des armes très sophistiquées. C'est des drones à 10 000 euros et donc on sait parfaitement les détruire. Et d'autant plus que ces drones peuvent faire beaucoup de dégâts. Ça peut filmer, surveiller des zones sensibles. Ça peut tirer par arme à feu, ça peut lâcher des bombes, donc ce sont des instruments dangereux qu'il faut détruire et on sait le faire. Tout de même, Radan Kanev, la question des moyens se pose. On a vu par exemple qu'en Pologne, ce sont des avions de chasse qui ont dû abattre les drones qui ont survolé le pays. Vous êtes très attaché à l'OTAN en tant que Bulgare, j'imagine, mais est-ce que l'Alliance, à cette occasion, n'a pas surtout montré qu'elle n'avait pas les moyens adaptés face à cette menace ? Oui, je pense que ce n'est pas la question de politique. Est-ce qu'on doit les détruire? Ça, c'est clair, ça c'est définitif. Mais c'est la question des moyens techniques. Ce que les Ukrainiens ils possèdent comme des moyens techniques pour battre les drones, on ne l'a pas en Pologne, en Bulgarie, peut-être aussi en France. Et puis l'effort commun des pays européens, des pays de l'OTAN, des moyens communs de réaction, ça n'existe pas. Les capitales européennes accusent par ailleurs la Commission européenne de vouloir élargir ses compétences en cherchant à s'ériger en maître d'œuvre de ce mur anti-drone, alors que la défense, évidemment, c'est une compétence nationale normalement. Est-ce que, et cet exécutif européen d'ailleurs rétorque qu'il faut bien qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, donc elle coordonne tout ça. Qui a raison ? On a besoin d'une coordination européenne en matière de défense. Il faudrait être pragmatique et arrêter de prendre ça sous l'angle, je vois bien, l'extrême droite ici prend ça sous l'angle des compétences. Mais vous savez, si on en était resté à la lettre des traités sur ce qui relève des compétences d'un tel ou d'un tel, on n'aurait pas fait grand-chose ces dernières années face aux crises, notamment face au Covid. On sait que ce qui empêche une défense du continent européen d'être efficace, c'est justement le manque de coordination entre les États membres, parce que si vous additionnez les défenses de tous les pays,
On dépense 300 milliards d'euros par an pour notre défense. C'est beaucoup plus que la Chine, c'est beaucoup plus que la Russie. Et donc, ce dont on manque, c'est d'une coordination. Donc, si la Commission européenne peut coordonner et aider à coordonner un mur de drones, c'est quelque chose de très positif. Il ne faut pas être idéologue, il faut être pragmatique. Je rappelle que si nous pensons que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, la Russie, par contre, elle est en guerre contre nous. Il faut le reconnaître et donc il faut se protéger. Et aller au plus efficace. Radan Kanef, ces drones, ils vont aussi nous obliger d'une certaine manière, on le voit, à rapatrier nos moyens de défense aérienne ou à rapatrier des milliards qui pourraient être envoyés à l'Ukraine. Au fond, est-ce que l'objectif de Vladimir Poutine avec cette campagne de drones, c'est pas une manœuvre de détournement? Je pense que c'est plutôt une manœuvre de division. Ces provocations aériennes avec les drones, mais aussi avec les avions chasse, c'est l'intention générale, principale, je dirais, c'est de montrer une division dans la réaction, dans la motivation des pays européens différents. Aussi, bien sûr, l'intimidation des gouvernements, des électorats avant les élections. Mais quand on parle de réaction militaire, point de vue technologique, comment on réagit sur ces attaques aériennes, je pense que c'est très important, pas seulement d'être coordonné parmi les États membres de l'Union, mais aussi d'avoir une certaine spécialisation de production. Parce qu'en Europe, le risque principal, ça sera qu'il y aura le drone français, le drone néerlandais, le drone suédois, le drone bulgare, etc. etc. La production, vous êtes d'accord avec une spécialisation européenne pour la défense, parce que c'est l'interopérabilité, hein, on produit beaucoup, mais alors rien ne marche avec rien, quoi. Ben oui, ce qu'il faut défendre, c'est la création d'une vraie industrie européenne de la défense, qu'on arrête d'acheter américain, qu'on arrête d'acheter des armes à l'étranger. Et donc, tout le financement qu'on pourra mettre européen pour inciter des industries européennes à produire les armes dont on a besoin sur notre sol, il faut qu'on fixe des critères de préférence européenne très clairs et je crois que c'est ce qu'on fait ici au Parlement européen. Alors, autre gros sujet d'inquiétude désormais, en particulier en France, la flotte fantôme russe soupçonnée d'exporter le pétrole sous sanctions européennes, mais aussi de servir de base de décollage aux fameux drones. Le président français Emmanuel Macron a arraisonné un navire fantôme qui était parqué au large de Saint-Nazaire. Il s'en justifie. Écoutez Lolé. 30 à 40% de l'effort de guerre russe est financé par les revenus de la flotte fantôme. Il est extrêmement important d'accroître la pression sur cette flotte fantôme, car cela réduira clairement la capacité de la Russie à financer cet effort de guerre. Vous pouvez détruire le modèle économique en immobilisant, même pendant quelques jours ou quelques semaines, ces navires. Chloé Ridel, on vient d'entendre le président Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que la France a eu raison de prendre cette décision? Est-ce que les autres pays européens devraient s'en inspirer ou bien est-ce que c'est un risque d'escalade? Non, moi je crois que le président a eu raison parce que c'est un navire qui était parti de Saint-Pétersbourg, qui avait fait des arrêts suspects autour du Danemark au même moment où des drones avaient été lâchés dans l'espace aérien danois. Puis ensuite, c'était avancé vers les côtes françaises. Donc, quand c'est suspect comme ça, qu'il n'y a pas de pavillon, il faut arraisonner. Parce que je rappelle que le gaz et le pétrole, c'est un tiers des recettes fiscales russes. Recettes fiscales qui sont directement mises au service de l'effort de guerre russe contre nous, contre l'Ukraine et contre nous. Ce qu'on a fait avec les sanctions contre la Russie, contre le pétrole russe, et notamment avec le plafonnement du baril de pétrole russe à $60, c'est qu'on a diminué ces recettes fiscales de 20% par exemple en 2025. Mais pour essayer de contourner ces sanctions, Poutine a recours à des vaisseaux fantômes. On estime qu'il y a entre 400 et 600 de ces vaisseaux, de ces navires, qui, sans battre pavillon, continuent à exporter du pétrole et donc à contourner des drones nos sanctions. aussi, c'est-à-dire une autre dimension donc, stratégique. Il faut être, je crois, très ferme et on a tout à fait le droit, en droit international, d'arraisonner des vaisseaux qui ne battent pas pavillon. C'est illégal en fait, en droit maritime international. Donc il ne faut surtout pas se priver de le faire parce que c'est ça qui permet de frapper Poutine au portefeuille. Monsieur Radev, vous en Bulgarie, vous êtes bordé par la mer Noire qui, on le rappelle, est sous embargo européen pour ce qui est des exportations russes. Par contre, vous nous dites qu'il s'y passe quand même de drôles de manœuvres.
Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Oui, mais je disais que les Ukrainiens eux-mêmes ont réussi de limiter les capacités de production de la Russie avec les attaques contre les entreprises russes. Mais puis ces navires les fantômes, ça représente pas seulement une menace économique, mais aussi évidemment une menace de sécurité, même menace militaire. Comme l'exemple dans les décisions françaises du président Macron a montré. Et en mer Noire, évidemment, il y a un risque élevé, comme c'est très proche, et il y a beaucoup de navires russes. En Bulgarie, il y a un précédent déjà, qu'il y a le transfert de carburant entre des navires qui sont, disons, légitimes, et les navires de la flotte fantôme de Poutine dans les eaux internationales. Donc c'est un enjeu important aussi, cette mer Noire à suivre. On va passer peut-être au dernier volet de cette guerre hybride, le plus difficile à contrer finalement. Il s'agit de la grande offensive de propagande russe, de désinformation. On l'a observé encore récemment chez les Tchèques. Elle est redoutée pour les prochaines élections aussi aux Pays-Bas. Chloé Ridel, les forces pro-russes et anti-UE progressent finalement partout avec l'aide des trolls. On ne peut rien y faire. Bien sûr que si, on peut y faire quelque chose. La guerre hybride sur l'information que nous mène Poutine, c'est une façon d'essayer de nous détruire de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il vise à soutenir partout en Europe des candidats pro-russes, comme M. Orban, comme Jordan Bardella en France et Marine Le Pen, ou comme Andrej Babiš en République tchèque. Il faut savoir qu'Andrej Babiš, c'est un chef d'État qui systématiquement met son veto quand il s'agit d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie ou d'aider l'Ukraine. Et ce qui s'est passé en République tchèque est incroyable. C'est-à-dire que les médias qui étaient liés à des sites de désinformation russes ont publié plus de contenu que l'ensemble des médias traditionnels en République tchèque une semaine avant les élections. Donc Poutine, il émet des moyens dans cette guerre informationnelle. C'est 2 milliards de dollars par an dans le budget russe, la désinformation. Et nous, on met assez de moyens. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Regardez ce qui s'est passé aussi en Moldavie, qui nous donne un signe d'espoir, parce que les Moldaves, bien qu'ils aient été inondés par de la désinformation russe sur les réseaux sociaux, à coup d'intelligence artificielle, vous pouvez produire très facilement des vidéos qui répandent la désinformation, etc. Et pour la 3e fois en un an, les Moldaves ont voté pour se tourner vers l'Union européenne parce que c'est leur souhait. Et donc on voit bien qu'on est capable de mettre en échec Poutine sur cette guerre informationnelle. Quand il y a beaucoup de chefs d'État qui sont allés soutenir en Moldavie, etc. Quand on éduque la jeunesse à reconnaître ce qui est un contenu vrai ou faux, produit par l'intelligence artificielle ou pas, et donc c'est un enjeu très très fort des années qui viennent. Mais alors en Bulgarie, c'est une situation un peu particulière. Dans votre pays, vous avez un président pro-russe, un gouvernement très pro-européen, un président plutôt pro-russe, Roumen Radev, qui contre régulièrement la rhétorique pro-européenne avec des arguments inspiré du Kremlin. Le pays est très divisé sur l'attitude à avoir face à la Russie. Est-ce qu'on peut dire que chez vous, la désinformation est forte aussi et qu'elle vient peut-être même d'en haut? Je peux dire que la désinformation, la propagande russe est omniprésente en Bulgarie, des médias sociaux, mais aussi dans les médias mainstream. Et puis dans le au niveau politique, comme vous avez dit, notre président a des messages pro-russes, disons, plus sophistiqués. Puis il y a les partis définitivement pro-russes. De temps en temps, je sais, ils ne sont pas pro-russes, ils sont peut-être russes, ce qui fait une différence quelconque. Puis même dans la majorité parlementaire, dans le gouvernement, il y a le Parti socialiste qui a toujours été pro-russe. Et maintenant aussi. Alors c'est une situation très très grave, on peut dire. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que d'ailleurs c'est tout l'Est de l'Europe qui est peut-être sur le point de basculer, beaucoup de pays qui sont tentés justement par un discours plus proche du Kremlin? Je disais oui, mais il y a aussi beaucoup de facteurs spécifiques, comme en Bulgarie, c'est la raison historique, le sentiment historique qui provoque plus de sympathie pour la Russie. En Roumanie, c'est, disons, un point de vue historique tout à fait différent.
Alors, ce n'est pas toujours la même chose, mais oui, c'est évident, comme dans les pays de l'Est. Et aussi, on peut voir dans les provinces de l'Est de l'Allemagne, la propagande russe est très forte et très, très effective. Effectivement, Chloé Ridel, cette propagande, elle se répand désormais partout en Europe. On avait l'impression qu'il y avait un fauteur en trouble pro-Kremlin, Viktor Orban en Hongrie, mais ça gagne du terrain. Cette guerre hybride que nous mène Moscou, elle révèle des divisions qui sont ancrées finalement dans chacun de nos pays. Mais c'est le but en fait. Il faut s'imaginer qu'il y a des gens comme vous et moi qui en Russie sont enfermés dans ce qu'on appelle des fermes à bottes, dont c'est le travail. Ils viennent tous les matins au travail, ils se mettent à leur poste devant leur ordinateur et ils répandent soit de la désinformation, soit par pays. Ils ont à chaque fois des tableaux Excel sur quels sont les sujets, les débats de société qui divisent dans un pays ou dans un autre. Par exemple, le conflit israélo-palestinien, on s'est aperçu qu'il y avait des bots russes qui allaient alimenter ces polémiques sur les réseaux sociaux, sur cet aspect-là, sur l'aspect évidemment migratoire. Donc ce sont des stratégies qui visent à nous déstabiliser et à nous diviser et à faire monter les extrêmes. Donc il faut prendre conscience qu'on fait face à cela, à ces tentatives de déstabilisation et appliquer les règles qui sont les nôtres, en particulier le Digital Services Act, vous savez, qui vise à réguler nos réseaux sociaux et à lutter contre la désinformation. Il faut aujourd'hui qu'on défende tous ça et moi je m'alarme du fait que dans ce Parlement européen, il y a des soutiens de Donald Trump et de Poutine qui veulent nous en empêcher. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir bien illustré ce sentiment de frustration face aux grandes manœuvres russes qui montent dans le Parlement européen aujourd'hui. Merci à vous, merci Caroline et bonne suite de programme sur nos chaînes.